La France taxe-t-elle trop les riches ? Salut à toutes et à tous, salut Ingrid. Salut Hugo, comment ça va ? Ça va. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré un petit épisode ensemble. Oui, c'est vrai, on a fait pas mal d'épisodes solo, d'interviews, et au final, ça fait longtemps. On se parle en dehors des épisodes, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé face au micro. Ouais, mais là c'est vrai qu'avec la situation politique en France, on s'est dit qu'il fallait faire un épisode un peu plus d'actualité, mais en même temps on n'avait pas forcément envie de parler encore une fois de politique, surtout que la situation n'a pas trop évolué par rapport à l'année dernière. Disons que c'est toujours autant le bazar et que les choses changent très vite. Donc voilà, on ne veut pas faire un épisode qui va se périmer dans une semaine. Mais par contre, il y a un débat assez intéressant dans le contexte actuel qui, lui, à mon avis, va rester. Et donc c'est ça dont on a décidé de vous parler aujourd'hui. Oui, parce que la situation politique fait qu'il y a des conséquences sur les réflexions, sur les débats qu'il y a dans la société française aujourd'hui, et notamment par rapport à l'économie. Puisque, vous le savez, on vous en a déjà parlé, en France, en ce moment, il y a 3 grandes forces politiques, la gauche, l'extrême droite, et au milieu, on va dire la droite centre-droit. Et ces forces politiques s'opposent tellement et font tellement de blocages qu'il y a des grands débats sur vraiment comment réformer l'économie, comment organiser la société, etc. Et notamment sur cette question de est-ce qu'on taxe trop ou pas assez les riches ? Oui, parce qu'aucun de ces blocs n'a une majorité suffisante pour gouverner à l'Assemblée, donc ils sont obligés de débattre de toutes ces questions. Et voilà, c'est vrai que la question de l'économie et de cette taxation des riches, on en parle beaucoup depuis quelques mois, et on va essayer de vous aider à y voir plus clair. C'est une question qui est d'autant plus importante pour les Français que, comme vous l'avez peut-être entendu, la France est très endettée. On a beaucoup de dettes et donc il faut trouver une solution pour remplir les caisses. Alors ça, c'est une expression, remplir les caisses de l'État, on dit souvent ça. Ça veut dire trouver de l'argent, tout simplement, pour pouvoir financer la dette. Autrement dit, il faut réussir à équilibrer les dépenses et les recettes. Les dépenses, vous savez ce que c'est quand on dépense de l'argent. L'État dépense de l'argent pour plein de choses, pour payer les professeurs, pour financer le système de santé, les retraites, etc. Et les recettes, on peut dire que ce sont les revenus de l'État que l'État gagne principalement à travers l'impôt et les taxes. Et justement, c'est ça qui oppose les partis. D'un côté, on a la droite, le centre droit qui souhaite plutôt couper les dépenses, donc c'est-à-dire en baissant le nombre de fonctionnaires par exemple, en baissant certaines aides, allocations, voilà, il y a plein de moyens pour faire baisser les dépenses d'un État. Et au contraire, la gauche est vraiment concentrée sur l'idée d'augmenter les recettes. Donc pour augmenter les recettes, il faut augmenter les impôts. Et à gauche, il y a une idée qui fait son bonhomme de chemin. Ça, c'est une expression pour dire qui commence à être de plus en plus présent dans le débat public, qu'on commence à intégrer. C'est l'idée de mettre en place ce qu'on appelle la taxe Zuckman, qui est une taxe sur les ultra riches, donc sur les personnes qui sont très très riches. Et dans cet épisode, on va parler de cette taxe, mais pas seulement, ce sera plutôt quelque chose qu'on vous expliquera en dernière partie. Mais avant, on voulait vous parler un peu des taxes en général pour que vous puissiez comprendre où on en est en France. Alors d'abord, on va essayer de comprendre un peu mieux comment la richesse est répartie en France, qui sont les riches, qui sont les pauvres et dans quelle proportion. Alors il faut savoir qu'en France, comme dans une grande partie des pays riches, eh bien la richesse est très concentrée. Selon la fondation Jean Jaurès, qui est vraiment une fondation qui publie des études de référence dans ce domaine,
les 10% les plus riches, les 10% des Français les plus riches, possèdent 55% du patrimoine national. Donc voilà, les 10% des plus riches possèdent plus de la moitié du patrimoine national. Le mot patrimoine, il faut qu'on le définisse. Le patrimoine, c'est ce que l'on possède. Alors ça peut être bien sûr de l'immobilier, des maisons, des appartements, mais ça peut être aussi, je ne sais pas, des œuvres d'art, des entreprises, etc. Voilà, c'est tout ce que l'on possède. Alors que pendant ce temps, les 50% les moins riches possèdent seulement 8% du patrimoine, sachant qu'en plus, la grande majorité ne possède rien du tout. Il y a beaucoup de Français qui n'ont pas de maison, bien sûr, pas d'œuvres d'art, pas de voiture de collection, et qui vivent tout simplement au jour le jour en ayant un salaire et puis en le dépensant, et chaque mois, ça se répète. Ouais. Alors, vous vous demandez peut-être combien d'argent il faut pour faire partie des 10% les plus riches en France, quel patrimoine il faut. Eh bien, il faut posséder plus de 716 000 € de patrimoine. Donc bon, selon votre patrimoine à vous, ça peut vous paraître énorme ou au contraire rien du tout. Et si vous voulez faire partie du top 1%, du 1% des Français les plus riches, là, il faut avoir un patrimoine de plus de 2,2 millions d'euros. Donc voilà. Maintenant, vous savez si vous faites partie des 10 ou des 1% les plus riches en France. Dans quelle catégorie je suis? Ce qui est intéressant, c'est de voir que la courbe de la richesse, elle n'est pas régulière. À la fin, elle monte très très vite, très très haut. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on parle de personnes riches ou ultra riches. Parfois, on peut croire qu'on parle des 50% les plus riches, mais en fait, si on prend vraiment le sommet de la pyramide, c'est sans commune mesure avec ceux qui sont un peu aisés, qui sont des cadres, qui vivent bien. Et parce qu'au sommet de la pyramide, on a 145 personnes qui sont milliardaires, là qui carrément ont plus de 1 milliard d'euros de patrimoine. Oui, on a déjà parlé de certaines de ces personnes, notamment le plus connu, Bernard Arnault, le patron de l'entreprise de luxe LVMH. J'avais fait un épisode sur lui, l'épisode 126. Ils ont une fortune qui est estimée à environ 180 milliards de dollars. Alors, cette fortune varie beaucoup d'un jour à l'autre parce qu'en fait, elle est principalement constituée d'actions, de parts de l'entreprise. Autrement dit, c'est le fait de posséder cette entreprise. Et ces actions, elles dépendent du cours de la bourse, donc elles changent beaucoup d'un jour à l'autre. C'est pour ça qu'un jour, c'est Elon Musk qui est l'homme le plus riche du monde, et puis le lendemain, c'est Bernard Arnault, en fonction des fluctuations des cours de bourse. Qui a d'autres qu'ils connaissent peut-être dans ces milliardaires ? Ils connaissent Vincent Bolloré, puisque j'en avais parlé dans l'épisode 111. Et d'ailleurs, j'en ai aussi parlé dans mon dernier épisode sur le Sénégal, puisqu'il possède beaucoup d'industries en Afrique. Et il possède aussi beaucoup de médias en France. C'est pour ça que j'en avais parlé dans mon autre épisode. Après, on a d'autres familles dont on connaît très bien les noms. Par exemple, pour la haute couture, il y a Hermès. Après, il y a la famille Bettencourt qui possède L'Oréal. Il me semble que dans un des cours qui sont sur notre site, on parle de Liliane Bettencourt à un moment. Il y a aussi Dassault pour l'armement. Vous en avez peut-être déjà entendu parler quand on parle de vente d'armes ou d'avions. Par exemple, Rafale, c'est Dassault Armement. Donc il y a la question de la répartition des richesses, mais aussi celle de leur origine. D'où vient cet argent ? Donc en fait, pour 90% des Français, pour quasiment tous les Français, la richesse vient principalement du travail. Autrement dit, ce sont les salaires. C'est nos salaires qui nous permettent de vivre. Mais plus on monte dans l'échelle des richesses, plus le capital prend le dessus sur le travail. Autrement dit, ce sont les revenus qui viennent de notre patrimoine qui sont les plus importants et pas nécessairement les revenus qui viennent de notre travail. Il ne faut pas croire que Bernard Arnault se paye un salaire de plusieurs milliards chaque année. Ça ne serait pas du tout rentable pour lui de faire ça.
Donc en fait, il a d'autres façons de transférer l'argent de son entreprise vers ses comptes personnels et ça passe pas par le salaire. Et c'est problématique justement parce que, comme tu l'as dit, les taxes ne sont pas les mêmes. Donc quand on est payé en salaire, il y a une grosse partie de ce qui nous est versé, de ce qui est dépensé par l'entreprise, qui va dans les caisses de l'État, donc qui sert à améliorer le système social français. Alors que quand on est payé en dividendes ou quand on reçoit de l'argent, des loyers d'une maison, etc., c'est taxé, bien sûr, mais en général, il y a des mécanismes qui font que c'est moins taxé. Ouais. Après, pour me faire l'avocat du diable, parce que bon, moi aussi je suis chef d'entreprise et je me verse des dividendes de temps en temps. L'inconvénient des dividendes, c'est que ça ne donne aucun droit. Ça donne pas droit à la retraite, ni de droit à l'assurance maladie. Donc voilà, c'est juste un impôt qu'on paie, mais contrairement au salaire, eh ben ça n'ouvre pas de droits sociaux. Mais c'est sûr que c'est moins taxé que les salaires. Et surtout, ton cas, c'est un cas très peu courant. Finalement, dans la masse de la population, les chefs d'entreprise, de petites entreprises, ou par exemple les artisans, ils représentent très peu dans la population. Parce qu'ils sont souvent cités comme exemple, mais finalement, il faudrait plutôt avoir des lois d'exception pour vous, plutôt que penser que ça fait partie... dans les statistiques, ça pèse presque rien, on va dire, malheureusement. Ouais, je pense qu'il faudrait arrêter de taxer les chefs de petites entreprises, tout simplement. Bah, je suis d'accord. En tout cas, il faudrait clairement pas les taxer de la même manière que les grandes entreprises. Ça devrait être une catégorie à part, réfléchie à part. Parce que, bon, je fais juste cette parenthèse, mais souvent les petites entreprises sont utilisées comme excuse pour justifier des cadeaux faits aux très grandes entreprises et elles servent un peu de bouclier finalement. Ouais, c'est sûr que chez Inner French, on n'a pas les mêmes moyens que chez LVMH, malheureusement. Ouais, c'est sûr. Mais donc, pour revenir à ce qu'on disait, quand on s'intéresse au top 0,1%, donc vraiment ceux qu'on appelle les ultra riches en France, en fait, 60 à 70% de leurs revenus viennent du capital et pas du travail. Et comme tu l'as déjà évoqué, ces revenus du capital, qu'on appelle parfois les actifs professionnels, eh bien, ils sont très peu taxés parce que certains politiciens considèrent qu'ils sont productifs, donc il faut éviter de trop les taxer. Bon, et pour terminer sur cette question de la répartition des richesses et des inégalités, il faut savoir que, évidemment, c'est quelque chose qui est ancien, hein, il y a toujours eu des inégalités, mais ces 20 dernières années, ça a beaucoup augmenté. Les riches sont de plus en plus riches et leur richesse augmente très vite. Chaque année, on a des nouveaux chiffres qui font tourner la tête. Et au contraire, on a de plus en plus de pauvres en France. Suivant le seuil qu'on choisit de garder, on peut dire qu'il y a entre 5 et 10 millions de pauvres en France. Donc ça va jusqu'à 15% de la population. Et ça, c'est un chiffre qui est en augmentation, notamment depuis 2017, depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Il y a plus de millionnaires, mais il y a aussi plus de pauvres. Et ça, c'est quelque chose qui est dû à beaucoup de facteurs, hein, les taxes, mais aussi l'héritage. Et Le Monde, en 2025, a fait un dossier qui était très intéressant, je vous le conseille, sur l'héritage. Et ils affirmaient que le niveau des inégalités d'aujourd'hui, ça revient au même que celui de la France du 19e siècle. Donc voilà, on est un peu revenu à un niveau d'inégalité d'une époque où il y avait des grandes familles qui possédaient beaucoup et d'autres qui ne possédaient rien. Ouais. Et juste un chiffre intéressant à avoir en tête, c'est que la France est le 3e pays au monde en termes de millionnaires. Donc le pays qui a le plus de millionnaires dans le monde, c'est évidemment les États-Unis. Derrière, il y a la Chine. Et en 3e position, il y a la France. Alors qu'en termes de richesse nationale, quand on regarde toute la richesse produite dans le pays, je crois que la France est 7 ou 8e, quelque chose comme ça.
Derrière l'Allemagne, le Royaume-Uni, il y a d'autres pays. Je crois que l'Inde est passée devant aussi. Bref, et ça montre bien justement qu'il y a une concentration des richesses en France entre les mains de quelques personnes, ce qu'on appelle les ultra-riches. Alors, maintenant qu'on a vu la répartition des richesses, on va se demander exactement quels sont les types d'impôts et de taxes qui existent en France. Comme ça, vous pourrez plus facilement vous faire une idée, vous, sur cette question, la France taxe-t-elle trop les riches ? Alors, il faut savoir déjà qu'il y a un impôt qui est très connu, c'est l'impôt sur le revenu et que celui-ci est progressif. Ça veut dire que plus on gagne, plus le taux augmente, donc on paye un pourcentage plus élevé. Mais attention, il faut savoir aussi que c'est aussi un impôt par tranche. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'impôt par tranche ? Moi, je me souviens que quand j'étais jeune, j'avais pas du tout compris le principe et j'ai compris assez tard quand ma sœur m'a demandé de l'aider à vérifier sa fiche d'imposition. Et là, j'ai fait les calculs et j'ai compris que, en fait, les personnes qui doivent payer 45% d'impôts ne doivent pas payer 45% sur l'ensemble de leur salaire. En fait, c'est des tranches et on paye tous 0% jusqu'à un certain salaire. Ensuite, on paye tous, je sais plus, 11% sur ce qui est au-dessus, etc., etc. Donc, ça va de 0% jusqu'à 45%. Évidemment, si on ne gagne pas assez, on n'atteint pas la tranche de 45%. Mais voilà, c'est donc progressif et par tranche. Je pense qu'il y a beaucoup de pays qui font comme ça. En tout cas, j'ai cherché et je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos. Donc, si vous voulez nous dire en commentaire comment ça fonctionne chez vous, je serais très intéressée de savoir ça. Oui, c'est vrai que c'est un impôt qui est très progressif. Bon, pour vous donner un exemple concret, quelqu'un qui gagne 50 000 euros en France, qui a un salaire de 50 000 euros net, il paie 13% d'impôt sur le total de ses revenus. Donc l'impôt sur les revenus, ça représente 13% pour quelqu'un qui gagne 50 000 euros. Et il faut savoir aussi que quasiment la moitié des Français ne paient pas d'impôt sur le revenu, car leurs revenus sont trop faibles. Et à l'inverse, les 10% des Français les plus riches paient 70% du total de l'impôt sur le revenu. Donc on voit que les très riches contribuent beaucoup en ce qui concerne l'impôt sur le revenu. Mais bon, encore une fois, là, les 10%, c'est quand on parle des riches et pas des ultra-riches, qui eux sont les 0,1 ou 0,01%. Et qui vont être concernés par la taxe Zuckman, dont on va parler après. Donc, a priori, ce système d'imposition, il semble plutôt juste, plutôt équitable. Mais attention, l'impôt sur le revenu, ça représente que 7% de l'ensemble des impôts et taxes payés par les Français. Il y en a plein d'autres. Donc ça veut dire que même si cet impôt-là, qui est le plus connu, est progressif et équitable, c'est pas forcément le cas pour la majorité des taxes. Par exemple... Ouais, et en fait, je te coupe, c'est le plus connu parce que c'est celui dont on se rend compte le plus facilement parce que chaque année, on doit faire notre déclaration d'impôt et si on a des impôts à payer, eh bien, les impôts font un prélèvement sur notre compte où nous, on doit faire un virement avec le montant d'impôt. Donc, on voit vraiment très concrètement combien on paie d'impôts. Alors que les autres impôts dont tu vas parler, je pense, sont un peu moins visibles. Ouais, bah oui, tout à fait. J'allais parler justement de la TVA, donc la taxe sur la valeur ajoutée, qui existe, je pense, dans tous les pays. Il me semble qu'il y a des pays qui font ressortir beaucoup plus la TVA qu'en France. On le voit vraiment. Par exemple, si je me trompe pas, aux États-Unis, il y a beaucoup de magasins où on a le prix hors taxe et puis on va à la caisse et hop, on nous donne la taxe. Donc, on le sent. Alors qu'en France, les taxes, elles sont intégrées au prix qui est affiché dans les magasins. Donc ça peut aller de 20% pour certains produits, même peut-être plus pour des produits surtaxés, je ne sais pas. Ouais, et je crois que c'est le taux standard, 20%, c'est ça. C'est le taux standard. Et il y a certains produits qui sont à 5,5% parce que c'est des produits plus de nécessité.
Et donc, c'est une taxe qu'on paye sans s'en rendre compte et tout le monde paye la même. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on va payer moins de TVA, ce qui fait que forcément, à la fin du mois, en pourcentage de leurs revenus, les pauvres payent beaucoup plus de TVA. Parce que quand on n'a pas beaucoup d'argent, déjà, on dépense pratiquement tout ce qu'on a dans des choses qui sont essentielles, comme la nourriture, les vêtements pour avoir chaud l'hiver, etc., etc. Et sur tout ça, on va payer une TVA. Alors que pour les personnes les plus riches, déjà, il va y avoir moins de dépenses essentielles dans le budget et puis il va y avoir beaucoup plus d'argent qui est mis sur soit des comptes, des livrets pour économiser, soit dans du patrimoine, etc. Et donc là, il ne va pas y avoir autant de dépenses en TVA. C'est pour ça que la gauche appelle ça la TVA sociale. Oui, donc la TVA, c'est un des impôts qui rapporte le plus. Ça rapporte bien plus que l'impôt sur le revenu. Quand je dis ça rapporte, ça veut dire que ça représente des recettes plus importantes pour l'État. On ne va pas citer toutes les taxes qui existent, il y en a beaucoup en France. Je pense que les fiscalistes français sont parmi les meilleurs du monde pour inventer de nouvelles taxes, parfois assez exotiques. Mais à côté de tout ça, des taxes et des impôts, il y a une autre grande catégorie qui s'appelle les cotisations sociales. Les cotisations sociales, on les paie directement sur notre salaire quand on est salarié et ça permet de financer la sécurité sociale, le chômage, la retraite, voilà, tout ce qui concerne la protection sociale. Et si vous travaillez en France, vous savez qu'il y a toujours une grosse différence entre le salaire brut et le salaire net. Et cette différence, c'est en grande partie les cotisations sociales. Et les cotisations sociales, elles sont payées par les personnes, donc les salariés, mais attention, elles sont aussi payées en grande partie par l'entreprise. Donc par exemple, Hugo, quand tu me verses mon salaire, moi, je vois sur ma fiche de paye que je paye pour la sécu, le chômage et la retraite, mais toi, avant, tu as déjà donné quelque chose pour moi avec, c'est l'entreprise, c'est pas toi, mais Inner French, c'est toi, donc voilà. Donc il faut quand même souligner ça, le fait que les entreprises elles-mêmes payent aussi beaucoup de taxes, et ça, a priori, c'est quelque chose, on peut se dire que c'est assez juste et qu'il ne faut pas non plus penser que tout pèse sur les personnes. D'ailleurs, tu vas peut-être pouvoir nous dire quelles sont les autres taxes qui sont payées par les entreprises. Comment ça se passe, à part les contributions sur les salaires? Il y en a un sacré paquet, surtout comparé à la Pologne. Franchement, là, en rentrant en France, je ne me rendais pas compte de toutes les taxes que j'allais devoir payer à travers l'entreprise. Mais la plus connue, c'est l'impôt sur les sociétés. Donc ça, c'est aussi une taxe qui existe dans tous les pays. C'est tout simplement la taxe sur les bénéfices, sur les profits. En France, elle est fixée à 25%. Donc, mettons qu'une entreprise fait 10 000 euros de profit, eh bien, elle va devoir payer 2 500 euros d'impôt sur les sociétés. Avant, c'était un peu plus. Avant Macron, c'était à 33%, mais Macron a baissé cet impôt sur les sociétés pour rendre les entreprises françaises plus compétitives. Bon, ça, c'était la raison officielle. Et à côté de ça, il y a plein de petites taxes, des taxes locales, des taxes pour la formation, etc. Moi, franchement, voilà, sur le compte de l'entreprise, parfois, je vois les impôts, un petit prélèvement de 500 euros par là, un autre prélèvement de 300 euros. Je sais pas vraiment pourquoi c'est, mais voilà, bon, j'ai l'impression parfois que le compte bancaire de l'entreprise, c'est open bar pour les impôts français. Donc voilà, ils prennent un peu d'argent quand ils en ont besoin. Et en plus, je parie que tu n'as pas une armada, donc un grand groupe de comptables qui t'aident à bénéficier de toutes les aides et les exonérations possibles, parce que les entreprises, en général, donc encore une fois, en mettant toutes les entreprises dans le même sac, ont bénéficié en 2023 de 211 milliards d'euros
d'aides. Donc, c'est des aides vraiment très diverses. Vous avez peut-être vu dans les news cette histoire de commission au Sénat. Il y a des sénateurs de droite et de gauche ensemble qui ont fait une commission pour étudier quelles étaient les aides qui étaient données aux entreprises en France. Et ils se sont rendus compte qu'il y en a énormément et que celles-ci sont pas vraiment répertoriées correctement, qu'on ne demande pas de contrepartie aux entreprises. Et donc, ils ont souligné le fait qu'il y a un problème. Et ce qui est particulièrement intéressant, là, qui me fait rire, mais en vrai, c'est pas drôle, c'est que ceux qui touchent le plus ces aides, c'est justement les grosses entreprises qui, en plus, n'hésitent pas à quand même licencier, à quand même maltraiter leurs salariés dans certains cas, alors que les petites entreprises qui peuvent bénéficier aussi d'aides, parfois elles ne savent même pas comment les demander et donc finalement elles se retrouvent à être moins avantagées. Oui, clairement, nous, on touche 0 € d'aide chez Inner French. Peut-être qu'on aurait le droit à quelque chose, mais bon, c'est beaucoup de paperasse, beaucoup d'administratifs, et j'ai ni le temps ni les ressources pour me mettre sur ce sujet. Donc voilà, nous, on paie des impôts chez Inner French, mais pour le moment, on n'a pas de contrepartie. On ne touche pas d'aide. Donc on a parlé des impôts sur les particuliers, sur les individus, les impôts sur les sociétés, et maintenant on va s'intéresser plus spécifiquement aux impôts que paient les hauts patrimoines, donc les fameux ultra-riches. Comme on vous l'a dit, les ultra-riches ne se rémunèrent pas à travers des salaires, mais plutôt à travers des revenus du capital, principalement des dividendes. Vous savez, quand on possède des actions, des parts d'une entreprise, chaque année ou chaque trimestre, l'entreprise peut nous verser des dividendes, peut nous rémunérer parce qu'on est propriétaire de cette entreprise. Donc avant, l'impôt sur les dividendes était progressif, un peu comme l'impôt sur les revenus, mais Macron a décidé de créer une flat tax, autrement dit un taux fixe de 30%. Donc quand on se verse des dividendes, on paie 30%, peu importe le montant qu'on se verse. Donc par exemple, si Inner French commence à vendre des milliers de cours et on a plein d'argent et que je veux me verser 1 million d'euros de dividendes, eh bien je paierai que 30% sur ces... On a le droit de rêver. Là, je te demanderai une augmentation. Ouais, bon, effectivement, je commence par donner une augmentation à Anya et Ingrid. Mais de toute façon, les dividendes, c'est toujours sur les profits. Donc c'est sur ce qu'il reste après avoir payé les salariés, tous les coûts de l'entreprise. Bref, donc je paierai 300 000 euros de flat tax sur ces 1 million. Et après, je ne paierai pas d'impôt sur le revenu en plus. Donc voilà, je serai acquitté, je pourrai dépenser ces 700 000 euros qui me restent pour m'acheter une maison à Marseille. Waouh, ça fait rêver. Ça fait rêver. Donc en gros, une entreprise qui gagne beaucoup d'argent peut verser des dividendes à ses patrons, mais aussi à ses actionnaires, parce que certaines entreprises, non seulement ont comme actionnaire le chef d'entreprise, mais aussi plein d'autres personnes qui ont juste mis de l'argent dedans. Et donc, plus le revenu est important, plus en proportion... Alors, je sais pas, c'est pas comme les impôts sur le revenu, quoi. Finalement, ça représente pas grand-chose, et quand on a déjà beaucoup d'argent, on s'en fiche, par exemple, comme tu disais, de pas cotiser, de pas avoir le droit au chômage, parce que ces personnes-là ont des tas de mécanismes privés pour pouvoir se protéger. C'est pas des personnes qui vont se retrouver au chômage ou qui vont avoir des problèmes pendant la retraite. Donc voilà, c'est plutôt avantageux pour les grands patrons de pouvoir se payer en dividendes avec seulement 30% de taxes. Ouais, et il y a quelque chose qui est encore mieux, c'est de créer ce qu'on appelle une holding. Bon, alors là, c'est un peu technique, on va pas en parler trop longtemps, mais une holding, c'est une entreprise qui possède d'autres entreprises. Donc en fait, souvent, ce que les chefs d'entreprise font quand leur entreprise commence à générer beaucoup de profits, c'est qu'ils créent une holding, et cette holding est propriétaire de leur entreprise. Et ensuite, les chefs d'entreprise paient des dividendes à cette holding. Donc les dividendes
qui vont dans la holding ne sont pas taxés. Enfin, ils sont taxés seulement, je crois, à 1%. Donc ensuite, tout l'argent, tous les profits sont dans cette holding, ils n'ont quasiment pas été taxés. Et avec cette holding, ils peuvent investir dans d'autres choses, dans de l'immobilier, acheter d'autres entreprises, etc. Donc ça, c'est un mécanisme d'optimisation fiscale qui est très connu en France, qui est tout à fait légal et qui permet aux chefs d'entreprise qui ont une entreprise qui marche très bien de ne quasiment pas payer d'impôts sur les profits qu'ils réalisent. Et en plus, ces personnes peuvent utiliser leurs entreprises pour payer des choses pour leur usage personnel. Ils peuvent aussi faire des dépenses en faisant des prêts bancaires, en mettant leur entreprise en gage. Donc, finalement, il y a beaucoup de mécanismes qui font que les personnes les plus riches, à travers leur entreprise, ne dépensent pas beaucoup personnellement, et en plus, à la fin, le calcul a été fait, les milliardaires payent moins de 1% d'impôts sur leur patrimoine. Oui, pour donner des exemples un peu concrets, typiquement quand on va au restaurant, en fait, c'est l'entreprise qui paie. On peut, si l'entreprise marche très très bien, s'acheter un yacht. C'est officiellement l'entreprise qui est propriétaire du yacht, mais forcément, le chef d'entreprise peut l'utiliser quand il le veut. Le reste du temps, il loue ce yacht, comme ça justifie que c'est pas seulement à usage personnel. Et voilà, c'est pour ça qu'en fait, la frontière entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel n'est pas toujours très claire, elle est assez floue. Et c'est ça qui permet aux ultra-riches de payer très peu d'impôts comparé aux personnes normales, aux personnes lambda, qui, elles, n'ont pas de holding et qui paient directement les impôts sur leur salaire. Alors, on vous a parlé en introduction de la taxe Zuckman. On va voir très rapidement ce que c'est, comme ça, quand vous en entendrez parler dans les médias, vous aurez quand même une référence. Alors, déjà, qui est Zuckman? Zuckman, c'est Gabriel Zuckman, un économiste... C'est pas un super-héros. Pardon pour la blague. Certains le pensent. Mais c'est un économiste. Il est français. Il a fait son post-doctorat à Berkeley, en Californie. Et aujourd'hui, il enseigne à l'École normale supérieure en France. Ses travaux de recherche portent particulièrement sur les inégalités. Et pour faire face aux inégalités, lui, il propose un impôt plancher de 2% pour les personnes qui possèdent plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Et cet impôt plancher serait calculé non pas sur les revenus, mais sur l'ensemble du patrimoine dont on vient de parler, en comptant les actions dans les entreprises, les œuvres d'art, etc., etc. Alors attention, j'ai bien dit un impôt plancher. Donc le plancher, c'est le sol dans une maison, dans un bâtiment. Et donc ça veut dire un impôt minimum, un impôt en dessous duquel on ne peut pas aller. Ça veut dire que les centimillionnaires qui payent déjà, par exemple, 2% de leurs revenus, de leur patrimoine en impôt sur le revenu, ils ne seraient pas concernés. Alors que, au contraire, les centimillionnaires qui ne se versent pratiquement aucun revenu et donc ne payent pratiquement aucun impôt, eux, ils devraient payer la différence. Voilà, donc par exemple, si Bernard Arnault paye seulement 1% de son patrimoine en diverses taxes, il devra payer 1% de plus. Et cet économiste, Gabriel Zuckman, a calculé que cette taxe rapporterait entre 15 et 20 milliards d'euros. Bon, d'autres économistes ne sont pas d'accord, ils pensent que ça rapporterait moins. Tout simplement parce que, encore une fois, c'est difficile d'évaluer le patrimoine professionnel. C'est mécaniquement, techniquement assez compliqué. Et en fait, pourquoi Gabriel Zuckman a proposé cette taxe ? Eh bien, parce que d'après lui et d'après de nombreuses sources, de nombreuses institutions qui ont fait des études sur le sujet, les milliardaires paient moins de 0,5% d'impôts sur leur patrimoine réel.
Donc en fait, c'est l'exemple classique de dire que le chef d'entreprise, proportionnellement, paie moins d'impôts que sa secrétaire. Et ça, c'est pas considéré comme quelque chose d'équitable. On a l'impression que la justice fiscale ici n'est pas respectée. C'est pour ça que la taxe Zuckman est massivement acceptée dans la société française. 80% des Français l'approuvent. C'est suffisamment rare pour le dire parce qu'on dit tout le temps « Ah, les Français sont divisés, les Français sont divisés ». Là, sur ce sujet, ils sont assez unanimes. Alors, au niveau des économistes, c'est pas tout à fait unanime, hein. Il y en a quand même pas mal qui sont derrière Gabriel Zucman. De façon étonnante, il y a même des économistes libéraux qui pensent que c'est une bonne idée, notamment un économiste qui a fait partie, qui a été le directeur de programme de Macron en 2017. Donc voilà, c'est pas que les économistes de gauche qui pensent que c'est important et que c'est possible, mais il y en a quand même qui se posent des questions et qui disent que en fait, ça va pas être possible à mettre en place. Donc quelles sont les critiques qui sont faites ? Ouais, la première critique, elle concerne la valorisation de ce patrimoine, notamment le patrimoine professionnel, comme je l'ai déjà évoqué. Comment on fait pour évaluer un yacht ou une entreprise non cotée ? Certains non cotés, ça veut dire une entreprise dont les actions ne sont pas vendues en bourse. Par exemple, nous, si on décidait d'évaluer combien vaut Inner French, ce serait pas évident, et pourtant on est une petite entreprise. À ça, Gabriel Zuckman répond que le Brésil a déjà mis en place un impôt similaire en 2024, sans catastrophe, ça s'est bien passé, et que en fait, quotidiennement, les comptables dans les entreprises font ces valorisations d'actifs. Elles valorisent combien vaut, je sais pas, tel achat de machine, tous les investissements qui sont réalisés. L'autre critique, c'est que les entreprises sont réparties en actions et donc les actions, c'est pas du liquide, c'est pas de l'argent concrètement. Et certaines entreprises qu'on appelle les licornes sont des entreprises qui sont très valorisées, donc qui sur le marché de la bourse sont des grosses entreprises qui valent beaucoup, mais concrètement, comme elles sont encore assez jeunes, les patrons n'ont pas d'argent entre leurs mains qu'ils pourraient donner à l'État sous forme d'impôts. Ça concerne pas beaucoup de personnes, mais par contre, c'est un véritable problème pour les quelques personnes qui sont concernées, qui se retrouveraient à devoir vendre complètement leur entreprise pour payer un impôt. Donc, ce serait absurde. Mais Gabriel Zuckman, donc, lui, donne une réponse à cette critique. C'est d'ailleurs quelque chose qui n'était pas prévu, il me semble, dans sa loi à la base et qu'il a rajouté après en disant que ces entreprises pourraient directement verser des actions à l'État. Ça veut dire que chaque année, l'État récupérerait une petite partie des actions d'une entreprise montante et pourrait soit donner ces actions ou les vendre aux salariés, soit les garder dans un fonds spécial, avec l'idée, bien sûr, de ne pas les vendre à des entreprises étrangères. Et le gros exemple d'entreprise qui est concerné, par exemple, c'est Mistral, qui est une intelligence artificielle française, qui est en train de monter, qui est très bien valorisée, mais pour l'instant, qui n'a encore rien rapporté de très concret à ses créateurs. Et enfin, il y a une dernière critique, c'est que une telle taxe risquerait de faire fuir les riches, que les riches quitteraient la France tout simplement pour ne pas payer la taxe Zuckman, parce qu'ils considèrent qu'ils paient déjà trop d'impôts en France. Et ça, mécaniquement, ça ferait moins de recettes pour l'État, mais aussi moins d'entreprises, moins d'emplois. Donc ça serait un cercle vicieux qui aurait les effets opposés à ce qu'on espère réaliser grâce à cette taxe. Mais quand on regarde concrètement les chiffres, c'est quelque chose qui se passe assez rarement. On a déjà fait des études quand on a créé une autre taxe sur les grandes fortunes, l'ISF en France, et en fait, on voit qu'il y a eu seulement 600 départs sur 350 000 personnes concernées, 0,17%.
Tout simplement parce que voilà, c'est pas si simple de quitter un pays, surtout quand on a toutes nos activités professionnelles, nos relations, etc. Bon, parfois on préfère payer 2% d'impôts en plus et ne pas forcément aller s'exiler juste pour faire quelques économies, surtout quand on a déjà plusieurs millions sur son compte en banque. Et en plus, Gabriel Zucman, pour terminer, propose une exit tax, donc propose de continuer à taxer les personnes qui se seraient exilées fiscalement. Pendant quelques années, ces personnes devraient continuer à payer un impôt en France en déduisant bien sûr l'impôt qu'ils payent déjà dans leur pays d'accueil. C'est ce que font les États-Unis, et les États-Unis, c'est pour toute la vie. Donc c'est quelque chose qui existe pas en Europe, il me semble, et la France pourrait mettre en place cela justement pour compenser les éventuels départs. Voilà, en conclusion, bon, c'est un débat intellectuel intéressant, mais concrètement, il y a peu de chances que cette loi soit adoptée dans le contexte actuel parce que, comme on vous l'a dit, la France a beaucoup de mal à voter un budget à cause des forces politiques qui n'ont pas de majorité claire à l'Assemblée. Donc, si le budget n'est pas adopté, on ne peut pas faire passer de nouvelles lois fiscales comme cette loi Zucman. Mais en tout cas, ça a permis de relancer le débat sur la taxation des ultra-riches. Et en fait, ce que Gabriel Zucman veut, c'est que la France soit un leader mondial dans ce domaine et qu'ensuite, cette taxe soit adoptée à l'échelle mondiale pour éviter justement les exits fiscaux, etc. Donc voilà, c'est sûrement quelque chose dont on va reparler plus tard. Et on espère en tout cas que ça vous a permis de mieux comprendre ce débat. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Salut, salut.